Il fait 5 degrés. Oh, ça va, c'est chaud ça. Je suis pas froid du tout. Une température légèrement inférieure à 0, mais il fait pas si froid. Le temps de faire la vidéo et puis j'ai déjà je sens des anges lui arriver. Je vais pas faire trop long. J'ai très froid au moins. Je vais mettre en place le bivouac. J'arrive pas à me les réchauffer. J'ai réussi un petit moment avant. Ah, mais elle me brûle. Nom de Dieu. Ah, il fait super froid. J'ai un petit problème avec ma veste. J'aurais pas dû la mettre à la montée quand il a commencé à faire plus frais. Elle a pris l'eau. Depuis dedans, elle est en train de geler. Je peux pas la mettre, elle me refroidit plus qu'autre chose. Oh merde, ça recommence à geler. Ah putain, c'est déjà gelé. Ça fait 5 minutes que je suis ressorti. Oh, c'est pas vrai. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tips and Tricks consacrée aujourd'hui à la gestion du froid. Alors le froid, c'est un phénomène qui nous touche tous en photographie animalière. Mais comment est-ce qu'on peut l'appréhender de la meilleure manière qu'il soit? J'ai mis pas mal de temps à réaliser cette vidéo parce qu'elle comprend plusieurs concepts qu'il faut bien expliquer. J'espère que vous allez bien comprendre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter, en tout cas dans les commentaires. Ils sont tous, bien entendu, tous les bienvenus. Et j'espère que je vous apporterai quelque chose d'utile avec cette vidéo, surtout que l'hiver est en train d'arriver. Ils annoncent la neige pour demain et je m'en réjouis déjà. Ces dernières années, j'ai fait beaucoup d'expériences et j'ai mené beaucoup d'expéditions dans les Alpes et même en milieu arctique, dans lesquelles j'ai pu mettre en évidence certaines méthodes qui permettent d'appréhender le mieux possible ces différentes conditions climatiques que l'on rencontre en hiver. En tant qu'explorateur naturaliste, c'est important de savoir affronter le froid et en tout cas de pouvoir avoir une certaine maîtrise des températures pour éviter de se retrouver dans des situations irrégulières et pour profiter pleinement des beautés que nous apporte la nature en cette magnifique saison qu'est l'hiver. Donc j'ai décidé de séparer cette vidéo en 3 parties. La première partie consacre l'introduction, les mécanismes de défense du froid, comment le froid opère sur le corps. Je vais parler également des 3 piliers de la gestion du froid ainsi que la méthode de la plure d'oignon. La deuxième vidéo sera consacrée aux équipements que j'utilise pour des froids modérés, c'est-à-dire de 0 à -10. Une troisième vidéo sera consacrée au matériel spécifique pour les conditions extrêmes. Comment fonctionne ce mécanisme finalement? On a froid, puis ensuite qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est intéressant de comprendre. Parce qu'en comprenant les causes, on arrivera à mettre des mots sur les conséquences et à comprendre les différents mécanismes. Le corps a une température comprise entre 36,5 et 37,5 degrés, c'est variable en fonction des individus, mais en règle générale, le corps s'adapte, qu'on soit sous les tropiques à 40 degrés ou alors sur un col de montagne en plein hiver à -15 degrés. Pour cela, le corps va mettre en place certains mécanismes de défense, et ça c'est super intéressant pour ouvrir des vannes d'un côté et pour fermer des vannes de l'autre, tout simplement. Tout ça c'est géré par une petite partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et qui joue le rôle de thermostat. La température est véhiculée par le sang qui est pompé par le cœur, donc c'est un cycle continu via un vaste réseau complexe de vaisseaux, de veines et d'artères. Il va aller jusqu'aux extrémités pour réchauffer, pour assurer l'équilibre thermique de tout le corps en entier. En fait, ce qu'il va faire, le corps, c'est qu'il va sélectionner quels sont les organes qu'il va prioriser en termes d'irrigation, donc en termes de régulation thermique. Donc en fait, il y a une irrigation sélective des zones de moindre importance, comme par exemple les extrémités. C'est pour ça qu'on commence à avoir froid au bout des mains, au bout des doigts et puis au bout des pieds. Donc au-dessous de 35 degrés, on est en hypothermie. C'est un mode dégradé. C'est là où le corps, en fait, il sacrifie les membres
pour maximiser la survie en fait des organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, le foie, les reins, les poumons, le cerveau, etc. J'arrive pas à me les réchauffer. J'ai réussi un petit moment avant. Ah, mais elle me brûle. Nom de Dieu! Tout d'abord, on peut avoir un effet de frisson, c'est ce qu'on appelle l'éveil musculaire. Ensuite, on peut avoir la chair de poule, qui est la conséquence d'une contraction musculaire et l'indication que le sang va aller plus massivement à l'intérieur des muscles, ce qui va induire une consommation de glucose plus importante. On peut avoir la sensation de morsure. Très souvent, on peut la ressentir au bout des doigts. C'est lorsqu'en fait le sang a de la peine à irriguer en fait les extrémités. Et du coup, c'est comme si on nous plantait des dizaines d'aiguilles dans les doigts, et ça c'est la morsure du froid. Il peut apparaître à différents niveaux, mais le plus souvent, c'est d'abord au bout des doigts. Quand on est sujet à une perte de sensibilité, c'est qu'on n'a plus d'irrigation sanguine du tout, et qu'on a perdu toute sensation. On peut voir si c'est un problème d'afflux sanguin, simplement en pinçant assez fort les extrémités, et puis on observe simplement la couleur. Si le doigt passe du rouge au blanc, c'est qu'il y a un afflux sanguin, et donc il y a une circulation qui se fait. Et s'il reste blanc, c'est que le doigt est en train de geler. Et dans ce cas-là, c'est le début des problèmes. L'hypothermie se manifeste par une diminution de la tension à partir de 35 degrés, donc une fatigue intense, le ralentissement de la fonction nerveuse, et cela peut conduire à la mort. Donc c'est très grave. Tout d'abord, il faut une bonne préparation physique et une très bonne alimentation. Il faut manger riche mais pas trop gras. Le corps a besoin de beaucoup d'énergie pour digérer la graisse. Et dans ce cas, eh bien, il va mettre beaucoup de sang dans l'estomac et dans l'intestin pour faire son travail, et il y en aura moins à disposition pour alimenter les extrémités. En général, moi je prends des électrolytes, donc c'est des apports minéraux qu'on ajoute dans l'eau. C'est pas du sucre, c'est vraiment des apports minéraux qui vont favoriser la minéralisation et le fonctionnement général du corps. Ensuite, pour se protéger du froid, quand on a les premiers signes, on fait un apport de glucose, donc de sucre facile à utiliser pour le corps. J'ai pas eu froid du tout. J'ai mis juste l'isolation dessous, puis voilà quoi. L'air est un super isolant, et tout réside dans l'air. En fait, dans toutes les méthodes que je vais vous expliquer, c'est l'air qui est le point central. L'isolation, la dissipation thermique et l'humidité. Rappelez-vous bien de ces trois piliers. Ça, c'est très important. Quand vous êtes sur le terrain, pensez à ça. Durant ces dernières années, j'ai mené énormément d'expériences. J'ai testé plein de matériaux. J'ai testé des matières synthétiques, naturelles, de la plume, du mérinos. J'ai essayé vraiment beaucoup de marques, de tout type d'équipement de la tête aux pieds pour arriver enfin à trouver les équipements les plus optimaux possibles qui vont me servir sur le terrain compte tenu de l'activité que je pratique. Pour vous faire une idée de la qualité des équipements que vous achetez, tout simplement, vous les mettez à la machine à laver et puis vous regardez en combien de temps ils sont secs une fois que vous sortez de la machine. Je peux vous garantir qu'il y a des produits, la plupart que je vais vous présenter, ils sont quasiment secs à la sortie de la machine à laver. Par exemple, ce vêtement-là, je le sors de la machine, j'attends 20 minutes, je le mets, il est sec. Il est sec sur moi, je peux l'utiliser sur le terrain, il n'y a pas de problème. C'est un vêtement technique qui est proche du corps, qui est vraiment, c'est important, il doit être collé au corps, il ne doit pas faire de plis. Il joue deux rôles. Le premier rôle, c'est d'évacuer la transpiration par capillarité. La deuxième fonction, c'est de créer un film d'air entre la peau et puis la matière qui est à l'intérieur, cette technicité. Il doit avoir une excellente qualité d'évacuation de l'humidité et puis son rôle est d'emprisonner la chaleur. Donc pour cela, je vais vous présenter deux vêtements que j'utilise en fonction des besoins. Donc je prends en général des jaquettes qu'on peut ouvrir complètement à l'avant, ça permet de réguler un petit peu mieux la transpiration.
Ça c'est un vêtement mérinos, je l'aime beaucoup parce que il a surtout une couleur qui s'adapte bien au terrain et la plupart du temps je suis seulement en deuxième couche. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une couleur qui n'est pas trop flashy. La même couche que j'utilise quand il fait plus froid. Alors bien sûr c'est un peu flashy, je n'ai pas trouvé d'une autre couleur. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'autre mérinos. Ça c'est du Polartec, c'est vraiment une technologie vraiment ultra performante, très durable aussi, donc je l'ai depuis 5 ans en tout cas. Il m'accompagne partout, sur les sommets, etc. Et lui aussi c'est une jaquette qui s'ouvre sur le devant. Et pour donner une idée, ce vêtement là, si je le mets à la machine, je peux le porter directement à la sortie. Il sera sec. C'est assez incroyable, il est sec. Il est sec, c'est fou. Contrairement à celui-ci, que je dois attendre quand même 1 heure, 1 heure et demie avant de le porter. Mais je veux dire, si on compare ça avec du coton où il faut 8 heures pour le sécher, là on est vraiment dans quelque chose de très performant déjà. Donc voilà, la deuxième couche c'est ça. Alors la deuxième couche, slash 3, 4, 5, 6, voilà, c'est à ce moment-là que tout le système qu'on nous explique souvent, je le modifie. Parce que ces 2 couches principales, je les mets de toute manière. Je n'enlève jamais la deuxième, je fais que de réguler en haut, en bas. Alors la couche 3 par exemple, ça pourrait être cette veste. Ça c'est une veste aussi très technique que j'ai trouvée, c'est de grade militaire. Donc c'est vraiment une veste ultra solide qui a des renforts un peu partout, une aération assez particulière, très performante sur le côté qui permet de dissiper vraiment l'humidité ici de manière importante tout en conservant la chaleur. Il a aussi au bout ici des prolongements des poignets pour bien isoler le poignet. Et le rôle de cette troisième couche, c'est ce fameux volume d'air qui va augmenter la thermicité. Et puis il est en même temps coupe-vent et en même temps déperlant. Donc il a plusieurs propriétés intéressantes. C'est la couche de barrage qui va permettre d'empêcher les éléments extérieurs, c'est-à-dire la pluie, le vent, la neige, etc., de pénétrer à l'intérieur de cette barrière de chaleur qu'on essaie de constituer, qui est très précieuse. À moins 15, on n'a pas envie que le vent il évacue toute la chaleur qu'on a additionnée dans le corps, parce que sinon, enfin dans les vêtements, parce que sinon le corps peut retravailler et recommencer tout à zéro, et ça c'est vraiment compliqué. Et c'est de nouveau des calories, etc., etc. Donc en fait, cette veste, je reviens juste dessus, elle a cette fameuse barrière, on pourrait très bien utiliser du Gore-Tex par exemple, ou du softshell, ça va très bien. Le softshell, c'est une matière qui est coupe-vent, qui est déperlante et qui joue le même rôle. Celle-ci, elle a juste les 2 rôles en même temps, et puis c'est pour ça que j'utilise. Alors, pour comprendre comment on utilise cette méthode de la pelure d'oignon, il faut comprendre ce que c'est le phénomène de la dissipation thermique. Alors, pour faire très simple, le corps dissipe de lui-même la chaleur. Alors, par exemple, le cou et la tête, ce couple-là évacue jusqu'à 60% de la dissipation thermique du corps. C'est quelque chose que j'expérimente tous les jours. Et c'est assez fou la différence des corps. On protège le cou et la tête. C'est pour ça que là j'ai un bonnet. Et puis j'ai également un tour de cou qui est un petit peu amélioré celui-ci, puisqu'il est très long et puis il a une rallonge en plus ici en polaire. Et ça me permet d'avoir vraiment une bonne isolation de la base du cou. En plus je rajoute ma veste avec le double col. Et puis on a vraiment une très très bonne isolation ici. Ça me permet aussi de me protéger la figure, donc le visage, en remontant. Donc déjà pour camoufler, donc des animaux, c'est top, mais en plus de ça, c'est très efficace pour se protéger du froid et du soleil aussi. Et puis les mains, donc là, quand on fait de la photographie et qu'on évolue dans des milieux naturels, on ne peut pas se permettre d'avoir des gants très délicats, même s'ils sont très techniques. Donc là, j'ai des gants en cuir qui ont une petite doublure à l'intérieur, un type polaire. Ils sont pas super efficaces, mais par contre, si j'arrive à réguler l'ensemble de mon corps, les mains ont moins de problèmes. C'est du cuir naturel de chèvre, donc j'ai une très bonne préhension de mon appareil photo. Ça me permet d'être libre, très mobile. Et puis c'est vraiment des super gants pour ça, ils sont très résistants aussi. J'utilise bien sûr d'autres types de gants que je vous présenterai plus tard pour des conditions un peu plus extrêmes. Donc les yeux, on les protège avec des lunettes, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir des lunettes étanches, ça ce sera plus pour des conditions des moins 15 on va dire, il faudra vraiment
rajouter des goggles, des lunettes fermées, etc. Mais là, on crée déjà un film d'air suffisant pour protéger la peau et les yeux directement du froid. J'ai un petit problème avec ma veste, j'aurais pas dû la mettre à la montée quand il commence à faire plus frais. Elle a pris l'eau depuis dedans, elle est en train de geler. Je peux pas la mettre, elle me refroidit plus qu'autre chose. Donc le troisième pilier, c'est l'humidité. Alors comment apprendre à rester au sec? Tout simplement, il faut apprendre à gérer la température corporelle en jouant sur l'isolation spécifique des différentes parties du corps. Mais il faut tenir compte de la dissipation thermique. C'est-à-dire qu'en priorité, on va couvrir la tête et le cou. Si on a trop chaud, il suffit d'enlever le bonnet et puis on va retrouver une température équilibrée, par exemple. En fait, la transpiration, finalement, c'est de l'énergie gaspillée et c'est aussi un danger par la suite. On adapte les couches en fonction des besoins, mais pas n'importe comment. Dieu. Essayez de me réchauffer au moins un petit peu. Voilà. Et alors, comment te réchauffer avant qu'il ne soit trop tard? Il faut surtout éviter que le froid prenne le dessus sur la situation. Voici une liste des différentes choses que je propose pour te réchauffer. Est-ce que la règle des 3 piliers est respectée? Tu peux manger une barre énergétique ou être hydraté en même temps. L'apport de glucose va booster ton organisme. Croise tes mains et place-les sous tes aisselles, au-dessus de la couche 2, directement, comme ça, sans les gants. Tu peux aussi placer ta main dans l'autre jambe. Active l'afflux sanguin. Tu peux marcher, tu peux bouger, il faut faire de l'exercice, il faut activer les différentes zones du corps pour que le corps réagisse encore mieux. Évite de souffler sur tes mains, tu vas créer de l'humidité en faisant ça et ça va augmenter le refroidissement. Il faut s'occuper des pieds et des mains. Tu peux bouger les orteils, mais tu peux aussi demander à quelqu'un de les prendre dans tes mains. Tu enlèves les chaussures, tu changes les chaussettes qui sont souvent mouillées. Et puis là, tu demandes à la personne de masser tes pieds et tes mains pour réactiver la transmission sanguine. Creuse un trou dans la neige. Allume ton réchaud, tu verras la température va monter rapidement. Tu peux mettre toutes les couches et t'enrouler autour de la couverture de survie, mais attention à l'humidité. Ne jamais exposer la peau à la chaleur directe d'une flamme. C'est très important si tu présentes déjà des signes de perte de sensibilité, tu ne vas pas sentir que tu es en train de te brûler. Si tu dois passer la nuit et que tu présentes des signes d'hypothermie, perte de l'attention, impossible de te lever, somnolence, fatigue, etc., à ce moment-là, n'hésite pas, appelle les secours. Consulte un médecin si les signes d'insensibilité persistent pendant plusieurs heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Elle était assez longue, hein. Je sais, c'est pas simple. En plus pour moi, à expliquer tout ça, là, je peux vous dire que j'ai passé du temps. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous apporte quelque chose d'intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Je me réjouis de vous présenter mon matériel dans les 2 vidéos qui suivent, qui seront un petit peu plus courtes. Allez, à plus, ciao ciao!